Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Messieurs, dames, bonjour à tous et bienvenue sur Juste Milieu. Aujourd'hui, nouvel épisode de Ça discute avec, épisode exceptionnel. Vous l'aurez deviné, vous l'aurez reconnu. J'ai la chance et l'honneur de recevoir Tatiana Ventose avant toute forme de débat. Chère Tatiana, comment vas-tu ? Bonjour, merci de l'invitation, ça va très bien, merci. Que du plaisir de te recevoir enfin sur Juste Milieu. Voilà, on le disait en off, en amont, c'est un peu le featuring, voilà, que la France attendait, d'une certaine manière. Emballons-nous un petit Exagéré. peu. Emballons-nous un petit peu. Mais voilà, très heureux de te recevoir aujourd'hui sur Juste Milieu. Alors, on ne te présente plus, mais on va le faire quand même un petit peu. Vidéaste politique, animatrice, cofondatrice du Fil d'Actu. On peut te suivre sur ta propre chaîne également, où tu proposes voilà, un travail, nos spectateurs le savent, un travail de qualité, sérieux, appliqué, qui tape dans la fourmilière comme il faut, un travail de terrain aussi. On te voit au contact récemment avec les agriculteurs, évidemment. On va parler de tout ça et bien plus encore avec toi aujourd'hui, chère Tatiana. Mais tout de suite, c'est le nouveau projet. Breaking news, ton nouveau projet. Il est venu le temps des producteurs. Dis-nous tout sur ce nouveau livre à sortir qui va assurément secouer le cocotier, là encore. Alors oui, j'avoue que le livre, bon, j'y vais pas avec le dos de la cuillère, mais je pense que la France en est arrivée à ce moment particulier de son histoire, enfin à un de ces moments particuliers de son histoire, où on ne peut plus se payer de mots, tourner autour du pot, donc... Je pars du constat, hein, évidemment. Hein, il faut commencer pour trouver les causes aux problèmes, il faut commencer par nommer les problèmes eux-mêmes. Donc, je pars des difficultés auxquelles fait face la France aujourd'hui, que ce soit en termes de régulation de son économie, des flux migratoires, des pénuries et des difficultés d'approvisionnement, des gens qui meurent dans les couloirs d'hôpitaux. Enfin voilà, donc c'est un petit peu tableau global. Et je fais le postulat que toutes ces difficultés auxquelles la France est confrontée aujourd'hui, eh bien, elles sont dues à l'abandon progressif depuis les années 1970 des capacités nationales de production, que ce soit énergétique, agricole ou industrielle, bien sûr. Et si cette production a été abandonnée, je pense, en tout cas à titre personnel, que ce n'est pas dû à l'opération du Saint-Esprit, mais que c'est le résultat de la prédation d'une classe dirigeante au service de laquelle nos politiques, nos dirigeants politiques et même les élites médiatiques, on va les appeler élites à défaut d'un meilleur terme pour le moment, en tout cas toutes ces élites sont au service de cette classe dirigeante. Cette classe dirigeante s'est établi à la tête de tout le système, hein, même mondial. Pour moi, ça s'est fait au tournant des années 1970, on pourra en parler, hein, voilà, à la faveur d'une révolution de palais. Il s'est fait assez silencieusement. Et cette nouvelle classe dirigeante a remplacé l'ancienne, qui, bon, pareil, on va pouvoir peut-être en parler un peu plus en détail, et a soumis les pays occidentaux et a ricoché le monde entier à sa domination, enfin on va le dire franchement, en imposant le système du libre marché mondialisé, en promouvant l'idéologie mondialiste et globaliste, voilà. Donc c'est tout un programme. Oui. Voilà, ça fait beaucoup de choses, mais voilà. Et donc, toutes ces réflexions qu'on retrouve au centre de ton nouvel ouvrage, juste pour la petite parenthèse, nous raconter un petit peu cette aventure, le parcours du combattant, là, j'imagine, auquel tu te confrontes, parce que donc, tu passes par un système très intéressant qui est celui du financement participatif, parce que tu as dû essuyer des refus de maisons d'édition. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots un petit peu sur ça, sur ces aventures qui t'ont rencontré, qui t'attendent encore? Oui, alors, je t'avoue que je ne m'attendais pas à ce que ce soit à ce point-là. En fait, comme tu le sais, j'ai déjà publié 2 autres ouvrages dans 2 autres maisons d'édition qui ont plutôt pas trop mal marché. Ça commence à faire quelques années aussi, mais disons que l'éditeur n'a pas perdu d'argent, il en a même gagné, enfin les éditeurs. Et c'est évidemment, par courtoisie, le premier truc que tu fais, c'est recontacter tes anciens éditeurs pour leur proposer ton manuscrit. Donc j'ai proposé mon manuscrit à mes anciens éditeurs.
Et au début, j'ai eu une réponse vraiment hyper enthousiaste. Oui, c'est super, on est vachement intéressé. Bon, voilà, ben écoutez, tant mieux. Et j'ai envoyé quelques chapitres, voilà, comme il est de coutume de le faire. Et au bout de plusieurs semaines, en fait, j'ai pas eu de réponse du tout. Donc je me suis dit, bon, ben peut-être qu'ils sont pas intéressés. Donc je leur ai réécrit en leur disant, écoutez, si vous n'êtes pas intéressés, merci de me le signifier, histoire que je puisse aller voir ailleurs. Voilà, parce que vous aviez la préséance, mais maintenant, bon, ça commence à faire 1 mois et demi, voilà. Et le gars me répond, oui, oui, il n'y a pas de problème, je vous appelle lundi. Donc on était vendredi, je sais plus, 17 novembre, je crois, d'ailleurs, date anniversaire des Gilets jaunes. Tu vois, j'aurais dû voir, des fois il y a des signes comme ça qui ne trompent pas. Et le lundi en question, le 20 novembre, je crois, le mec m'envoie un mail pour me dire j'allais vous appeler, mais ma hiérarchie veut qu'on en parle avant, parce que je peux pas vous donner de réponse définitive sur est-ce que c'est un oui ou est-ce que c'est un non, est-ce qu'on prend votre manuscrit ou pas. Et j'ai un peu halluciné sur le moment, je lui ai répondu bah écoutez, moi j'attendais pas un oui ou un non aujourd'hui, enfin on peut se parler quand même, enfin je sais pas, le gars a besoin de l'accord de sa hiérarchie pour me téléphoner, c'est bon, très bizarre. Donc je lui ai demandé si ça se trouve, est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un problème qui tient à ma personne ou à ce que je représente. Il n'y a pas de problème, auquel cas, mais pareil, juste dites-moi quoi. Le gars ne m'a pas répondu. Je me dis bon, très bizarre. 1 mois après, je relance quand même parce que bon, je peux être un peu chafouine parfois, mais parce que le gars dans son mail du 20 novembre, il me dit qu'il m'appelle en fin de semaine. Donc comme le 20 décembre, j'ai pas de nouvelles, je me dis allez, on va relancer. Ça fait une belle semaine. Ça. Et puis parce qu'entre temps, j'avais contacté d'autres éditeurs. Et dont j'avais pas de réponse encore à ce moment-là. Mais bref, et le mec me dit non, je vous l'ai dit, les comités éditoriaux n'ont pas lieu. Évidemment, ça n'a rien à voir avec votre personne. Oui, enfin, ça répond pas à ma question qui était quand vous dites que vous m'appelez à la fin de la semaine, c'est à quelle semaine que vous pensiez exactement? Donc, ouais, non, mais donc voilà. Et donc, il me répond et il rajoute à titre personnel, j'ai rendu un avis négatif sur le livre parce que. Alors, c'est très bien écrit, il n'y a pas de problème, c'est bien structuré, la démonstration est efficace. Donc, voilà, donc tu te dis, bah, c'est bien. Mais j'ai rendu un avis négatif parce que votre livre propose une distinction trop marxisante ou d'origine marxiste, un truc comme ça, trop radicale pour avoir sa place dans notre catalogue. Et alors, je peux pas donner évidemment le nom de l'éditeur, mais je veux quand même souligner que c'est une maison d'édition qui, dans ces dernières années, a vu arriver à sa tête, enfin tu sais, le milieu de l'édition, ça tourne pas mal, hein, a vu arriver à sa tête quelqu'un qui avait quitté une autre maison d'édition en ruant un peu dans les brancards pour la raison que la maison d'édition refusait de publier quelqu'un considéré comme trop dissident. Donc c'est quand même, je peux pas dire qui parce que sinon on va faire 1+1 assez rapidement et j'ai pas envie en plus de me prendre des procès pour diffamation ou pour révélation de secret des correspondances. Mais disons que voilà, donc je me suis dit bah tiens, ça manque pas de sel celle-là, elle est drôle. Donc voilà, et j'ai eu aussi contact avec un autre éditeur, donc je me suis dit bon ben écoute, je l'envoie à tous les éditeurs mainstream entre guillemets qui sont un petit peu distribués parce que effectivement, il y a pas mal de gens qui m'ont dit oui, mais pourquoi tu vas pas voir telle petite maison d'édition, telle autre petite maison d'édition. Mais en fait, le but de passer par un éditeur, c'est d'être distribué. Donc moi, je voulais quand même passer par une maison d'édition qui a un minimum accès au réseau des libraires, au réseau des supermarchés, juste pour que mon livre, que je sois pas juste là à devoir faire tout le boulot de la promo, la publicité, etc. toute seule. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Autant créer ma maison d'édition, ce qui est plus ou moins là, ce qui est en train de se passer. Mais donc voilà. Et donc j'ai contacté un autre éditeur qui est relativement bien distribué et qui est connu pour publier quand même des gens
pas vraiment dans les clous, pas vraiment mainstream, pas du tout macroniste. Donc je me suis dit, bah, s'il y en a un qui peut me publier, ça va être lui. Et on se parle au téléphone. Déjà, il n'a pas besoin de sa hiérarchie pour me parler au téléphone, hein, c'est bien. Mais en même temps, c'est On le chef de la maison. progresse. Voilà. Et déjà, pareil, j'ai eu, enfin, je raconte ça dans la vidéo, mais j'ai eu une drôle de sensation sur le moment parce que le gars me dit, il faudrait quand même tempérer un peu ce que vous dites parce que vous affirmez des choses comme si c'était des vérités. Alors j'ai envie de dire, c'est une analyse, c'est mon point de vue, voilà. Oui, mais bon, il faudrait quand même que vous expliquiez au lecteur que vous n'avez pas la vérité, que vous, enfin, et je lui ai dit, mais en fait, mais attendez, mais personne ne fait ça. Enfin, est-ce que Jérôme Fourquet fait ça? Parce que je le tacle dans le bouquin, c'est pour ça que je pense à Jérôme Fourquet. Mais est-ce que Jérôme Fourquet fait un bouquin de plusieurs centaines de pages en expliquant au début, attention, ce n'est que mon point de vue, évidemment, j'ai pas la vérité. Enfin, ça me paraît tellement évident. C'est peut-être un petit peu pour ça que ça s'appelle un essai aussi, quoi. Oui, évidemment, en fait. Enfin, je prétends pas. Enfin, évidemment, je justifie tout ce que je dis et Oui. quand j'affirme quelque chose, c'est soutenu par des faits ou des sources, évidemment. Mais de partir du principe qu'il faudrait que j'explique au lecteur, qui au passage a quand même, est assez intelligent pour se dire, bah oui, ce que je suis en train de dire, c'est le point de vue de la personne et pas la vérité, parole d'évangile quand même. Enfin, déjà, c'était un peu bizarre et la réponse finale que j'ai reçue début janvier, hein, je crois, c'était en fait, je ne serai pas votre éditeur parce que, alors pareil, c'est très bien écrit, c'est très bien structuré, c'est très cohérent, on ne voit pas ça chez les auteurs souvent, etc. Mais quand même, il y a des mots comme ça que vous employez sur la classe dirigeante, traître, parasite, etc. Ça relève presque du registre de la guerre civile, et moi, ça me heurte. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, de la guerre, du registre de la guerre civile. Alors, c'est bien, hein, parce que le gars est quand même... ça se voit qu'il vit dans une petite bulle parisienne, parce que le registre de la guerre civile, il est quand même assez partagé, ailleurs que dans les petits cénacles médiatico-politiques. Pour le moment, c'est que des mots. Ouais. Mais vu ce qui est en train de se passer, en fait, je crains, et je pense que tu partages ce point de vue-là, hein, mais je crains que ça ne reste pas longtemps dans le simple registre de vocabulaire. C'est tout le problème et tout le décalage avec ce fantasme de la guerre civile justement qui est agité depuis longtemps, mais de la part de gens qui se disent ça ne peut jamais arriver et au pire ça n'atteindra pas la citadelle dans laquelle je loge. Et effectivement, là quand les barricades commencent à cramer et qu'on en sent les fumées, c'est déjà plus pareil. Effectivement, le registre s'étoffe un peu. Ouais. C'est complètement ça, effectivement, et en plus tu as raison de souligner que ce sont souvent les mêmes personnes qui parlent effectivement d'une guerre civile à venir, d'un affrontement entre deux France, un fossé irréconciliable, etc. Et le truc, c'est que oui, il y en a bien un, mais ces gens ont choisi le mauvais côté, en fait. Et c'est pour ça, tu vois, j'en reviens à la difficulté que j'ai eu de me faire publier, et je pense que c'est vraiment ça, en fait. Ces gens sont dans le registre, pour utiliser des termes qui veulent dire beaucoup de choses, mais l'opposition contrôlée, entre guillemets, c'est exactement cette définition-là. C'est les personnes qui restent les chiens de garde du système, malgré tout, qui ont choisi leur camp, et le jour où ça devra péter, effectivement, ils savent déjà dans quel camp ils sont. Et effectivement, ils me disent, c'est pas le mien. Ça sera pas dans le camp des Français. Ouais. Je ne serai pas dans le camp des Français à ce moment-là. Et donc, en fait, ce livre qui est écrit pour une majorité de personnes, pour une majorité de Français, qui donne l'explication à pourquoi les choses vont mal aujourd'hui, eh bien, en fait, ça nous menace. Ça nous menace parce que c'est trop cohérent, en fait. Ça donne une explication trop satisfaisante pour que il n'y ait pas potentiellement des millions de personnes qui se reconnaissent dedans. Donc, c'est trop dangereux. Donc, on ne publie pas.
C'est sidérant de voir à quel point la philosophie antique n'a pas pris une ride, parce que c'est l'allégorie de la caverne, quoi. Celui qui s'en sort et qui voit ce qu'il y a à l'extérieur, quand il rentre pour dire à ses potes, mais en fait, on se trompe de réel, bah, ses potes le tuent, effectivement. Alors, je le dis en des mots un peu moins choisis, mais, mais c'est fou de voir à quel point, effectivement, ce refus de voir le réel, et on est à l'étape d'après, qui est la dangerosité du réel, en tant que réel. Et donc, aujourd'hui, il faut Ça. détourner le plus possible. Donc, avec ce projet, on a hâte, bien sûr, de découvrir ce livre. Lien en description, bien évidemment, les amis, pour soutenir ton projet. Il est venu le temps des producteurs. On va en parler, en fait, tout au long de cet échange. Ce sera un petit peu le fil rouge, mais pour justement rester sur l'idée que tu évoques là, un peu ce fait de dessiller petit à petit les populations. Est-ce que, bon gré, mal gré, au rythme des événements, on ne voit pas finalement ce réel qui reprend sa place naturelle? On peut parler par exemple du Covid, le comportement de l'Union européenne en temps de Covid, Ursula von der Leyen qui négocie des milliards de vaccins avec des SMS. On peut parler de la guerre en Ukraine, où on avait ce fantasme un peu excitant du côté de nos puissants, le nous sommes en guerre quand il fallait combattre un virus, qui aujourd'hui se transforme en nous sommes en guerre, mais sans le dire. Donc on envoie des armes à l'Ukraine, on finance les Ukrainiens pour les faire trouver la peau, mais non, là par contre, nous ne sommes pas en guerre. Là, nous ne sommes pas co-belligérants. On nous explique que c'est ça. Plus récemment, c'est l'agriculture, donc le projet européen qui se dévoile dans tout ce qu'il a de plus lâche, c'est-à-dire à créer les indépendances et financières et phytosanitaires et compagnie du côté de nos agriculteurs pour aujourd'hui les lâcher terriblement. Est-ce que paradoxalement, on n'assiste pas à cet inarrêtable retour du réel et le dévoilement du vrai visage de ce projet à la fois européen, mais néolibéral, comme tu en parlais tout à l'heure? Ah mais si, alors là je suis mais complètement d'accord et je souscris totalement, y compris au fait de faire des liens entre ce qui s'est passé pendant le Covid, ce qui se passe avec l'Ukraine et ce qui se passe avec les agriculteurs. Effectivement, tout ça participe d'un même mouvement qui pour moi est un mouvement historique de... Je vais dire franchement les mots. Là, c'est ce à quoi on assiste. En fait, toutes ces choses-là sont des symptômes de l'effondrement en cours de l'empire mondialiste instauré par la bourgeoisie financière depuis les années 70. Et tu vois, tu parlais de la caverne. Je tempérerai un tout petit peu cette image dans la mesure où, aujourd'hui, la majorité des gens ne se trouvent pas dans la caverne à regarder les ombres sur le mur, mais à l'extérieur de la caverne, qui est devenue finalement, enfin plus qu'une caverne, c'est une tour d'ivoire pour la classe qui a confisqué le pouvoir, si tu veux, et qui essaye de se rassurer en regardant les ombres effectivement sur le mur, sauf qu'il y a un moment, il va y avoir 15 fois plus de gens que ce qui sont nombreux, eux, à l'intérieur, qui arrivent et qui va défoncer les murs de la caverne. Enfin, c'est effectivement, on en est là. Oui, c'est vrai que c'est intéressant ce renversement du mythe, effectivement, de l'allégorie, je suis d'accord avec toi, de voir tous ces gens-là qui continuent à regarder en surplomb en espérant que les prisonniers ne se détachent pas. Effectivement, c'est plus intéressant de le voir comme ça. Et sur ce dévoilement, toi, du visage, effectivement, de ce que tu dis, cet empire-là qui est en train de se casser la gueule, est-ce que on est sur un frémissement ou est-ce qu'on est véritablement sur un début d'écroulement? Comment tu vois un petit peu les choses? Parce qu'on a quand même, on voit des réactions de bêtes blessées qui sont de plus en plus violentes, donc des répressions de plus en plus fortes, des lois de plus en plus absurdes. C'est le permis de conduire, par exemple, qu'il va falloir valider tous les 15 ans maintenant, sur décision européenne. On a appris ce matin, je crois que c'est dans le Figaro, on apprenait que même les délais de paiement pour les entreprises allaient être divisés par 2. On parle de 30 jours maintenant. L'Union européenne a décidé que ça allait être 30 jours, J'ai même pas vu ça. alors qu'en France, c'est 60 jours. On voit des lois absurdes, en fait, de gens qui ne sont pas sur le terrain. Est-ce que tu penses que c'est finalement des pieds de nez qui s'accumulent ou une accélération en vue de la chute? Alors moi je pense que c'est complètement une accélération en vue de la chute. Hein. Enfin c'est même pas en vue d'eux, c'est que ça a déjà commencé et que dans un éboulement, ça commence par plein de toutes petites boules de neige. Quoi. C'est après que ça emporte tout sur son passage. Et je pense que là, après c'est évidemment à l'échelle de l'histoire et ça se fait à l'échelle d'une génération. Il n'y a pas... c'est pour ça que tu vois, moi je crois pas au mythe des effondristes, ce que j'appelle les effondristes, qui t'expliquent que demain il va y avoir l'effondrement parce que la planète va brûler à cause du réchauffement climatique. Réchauffement climatique qui au passage est aussi une arme qui est fort bien utilisée par la classe dirigeante pour conserver son pouvoir, hein, quand
le but étant d'empêcher les gens de se chauffer, d'utiliser de l'eau. Là, on parle comme le dit Jean-Marc Jancovici, même d'interdire les animaux de compagnie, d'interdire les potagers, et tout ça au nom de la planète, parce que ça ferait du CO2. Moi, je pense qu'en fait, il n'y a rien qui illustre mieux la réaction de bêtes blessées que la question de l'écologie, en fait, qui est vraiment brandie de manière de plus en plus absurde par la classe dirigeante pour justifier des décisions qui ne visent pas à protéger la planète, mais qui visent à pomper toujours un peu plus le travail des Français. Et d'ailleurs, enfin, c'est de ça que je parle dans mon livre, en fait. C'est qu'ils n'ont pas détruit l'outil de production français pour rien. Ils l'ont détruit après l'avoir pillé, après avoir pillé le fruit du travail, en fait, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents, voilà, qui avaient construit un pays qui était indépendant, qui était autonome, qui était souverain, qui était le premier exportateur mondial d'électricité. Tu te rends compte? Tu te rends compte? Et on nous a dit, ah ben non, la France, c'est un petit pays, il peut rien tout seul. Bah, essaye encore. Mais du coup, je pense que oui, cette classe dirigeante-là, aujourd'hui, il lui reste de moins en moins à piller, parce que finalement, les Français d'après-guerre avaient reconstruit les usines, ils avaient reconstruit un outil de production, bon, les centrales nucléaires, c'est un petit peu plus tard. Ça, c'est mes grands-parents, mon grand-père d'ailleurs, qui a construit, qui était soudeur à l'arc et qui a construit des centrales nucléaires. Donc voilà, comme quoi. Mais disons que la France, en 1945, était complètement dévastée après son pillage par l'occupant nazi. Et il a fallu tout refaire, tout reconstruire, repenser tout le modèle agricole, tout le modèle industriel, tout le modèle énergétique. Et ça a été un véritable succès. Et c'est de là que vient le boom économique des 30 Glorieuses. Et c'est qu'à partir des 30 Glorieuses, il y avait cette espèce d'immense gâteau que les Français avaient fabriqué avec leur sueur, avec leur sang, hein, aussi, mine de rien. La nouvelle classe dirigeante, la bourgeoisie financière, est arrivée au pouvoir, a pris le pouvoir sur ses anciens, ses homologues de la bourgeoisie industrielle qui avaient dû arriver à un compromis avec les nations, en tout cas avec la nation française et avec l'État, pour reconstruire un outil de production digne de ce nom. Eh bien, la bourgeoisie financière s'est mise à rafler, donc à la fois le produit du travail, elle a commencé par rafler le produit du travail des Français, avant de se mettre à piller l'outil de production lui-même, c'est-à-dire délocaliser, puisque la bourgeoisie financière est, en fait, c'est un peu, disons que c'est les vrais patrons, c'est pas le patron de l'usine qui va venir faire le tour de l'usine, qui est là, non, c'est les propriétaires des entreprises gestionnaires de portefeuilles, d'actions et de titres de dette à l'autre bout du monde, etc., qui circulent dans la bulle financière. Donc en fait, ces gens-là ont commencé à dire, en fait, on gagnerait beaucoup plus si, au lieu d'être produit en France, ces biens industriels-là, qui des baskets, qui des médicaments, étaient finalement produits en Chine, là où le travail coûte moins cher, là où les Chinois nous font pas chier avec la protection sociale. Voilà. Et en ce sens, en fait, c'est là qu'elle s'est mise à piller l'outil de production. Sauf qu'aujourd'hui, on arrive quand même à une limite de ce modèle, au sens où, qu'est-ce qui reste? Aujourd'hui, on le voit, il reste les terres agricoles, dont les agriculteurs eux-mêmes sont poussés, hors desquels les agriculteurs eux-mêmes sont poussés. Et il reste les ressources typiques, le bois partout, qui est en train d'être coupé, complètement dévasté, nos forêts littéralement dévastées. Donc des arbres pluricentenaires qui ont été plantés là par des dirigeants, et je parle même pas je parle même d'avant la Révolution française, Colbert, voilà, il y a eu des politiques pour semer et planter des arbres, pour assurer aux générations futures, en fait, une richesse, mais pas une richesse
placements financières, quoi, mais une vraie richesse qui permette au pays de tenir, parce que c'est des choses qui se pensent sur le long terme. Et en fait, tout ça, c'est en train d'être pillé. Et tout ce qui reste, puisqu'il n'y a plus d'industrie, puisqu'ils l'ont fait partir, eh bien là, ils sont en train de piller l'agriculture, ils sont en train de piller les ressources. Et tu vas voir que d'ici peu de temps, on va nous demander, on nous le demande déjà en fait, de laisser de l'eau et pour peut-être aller en vendre à on ne sait qui. Et voilà, et ça se traduit sur différents niveaux, hein. Si tu veux, tu as effectivement cette prédation qui est exercée par la classe dirigeante, là, qui n'a plus rien à piller, mais c'est ça son paradoxe, en fait, c'est que pour se maintenir, elle est par essence, en fait, expansionniste. Elle a par essence besoin de croître. Donc elle a besoin de piller toujours plus. Sauf que là, il reste rien à piller ici. Les Chinois, les Russes, sont en train de dire, en fait, non, maintenant, nous, c'est notre intérêt qui va passer avant. Ce qui va lui rester, elle est en train de se casser la gueule. Donc là, ils sont en train d'essayer de taxer un petit peu plus les gens ici, via les taxes sur l'écologie. Mais ça va s'arrêter, en fait, là. Enfin, c'est vraiment, la corde est sur le point de lâcher. Je le pense vraiment. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais... Sur ce point-là, et effectivement, pour poursuivre la réflexion, et peut-être sur le plan plus social, et c'est Jean-Claude Michel explique très bien, et en s'appuyant sur les travaux d'Orwell au départ, cette phrase qu'il reprend d'Orwell que j'aime bien, c'est que chacun veuille à un moment donné se tenir de l'autre côté du fouet, ou s'emparer du fouet, je crois que c'est ça. Est-ce que sur le plan social, on n'a pas aussi ce qui renforce cette bourgeoisie financière, comme tu dis, de par le fait que finalement, on a une espèce de zone sociale qui fait zone tampon. C'est-à-dire que ce ne sont pas les plus riches, ce ne sont pas les fameux 1%, ce sont les cols blancs, ce sont les CSP+, de start-up à la défense. Ces gens-là qui, de par leurs combats notamment sociaux, mais aussi alimentaires, par exemple, on peut parler du véganisme, aujourd'hui le wokisme sur l'aspect plus intime, on va dire, enfin intime, mais qu'il faut dire sur Twitter, c'est autre chose. Mais est-ce qu'on n'a pas non plus cette couche de gens qui ne sont pas aux manettes, mais qui ont quand même envie de garder ce rôle de dominant et d'à leur tour s'emparer du fouet, et qui contribuent finalement à faire ruisseler, pour le coup là ça fonctionne, à faire ruisseler l'idéologie dominante et dire mais nous restons dans le camp des dominants et nous aussi nous allons imposer de gré ou de force nos idées. Est-ce que tu penses que ça y contribue? Est-ce que tu penses que c'est un autre débat? Quel regard portes-tu sur cet aspect-là? Alors, c'est hyper intéressant que tu parles de ça, parce que j'en parle aussi dans le bouquin. Non, mais c'est vrai, enfin, le tableau social actuel de la France est extrêmement intéressant à cet égard, puisque effectivement, une classe dirigeante ne se maintient pas au pouvoir toute seule. Elle a besoin de gens qui exécutent son œuvre. Et là, moi, je distinguerais en fait plusieurs catégories, entre guillemets, de gens qui font son boulot. Il y en a qui le font consciemment, il y en a qui le font inconsciemment. La première catégorie, pour moi, c'est ceux qui appartiennent quand même directement à qui en tirent des bénéfices assez directs. Je pense à tous les consultants, analystes financiers, les gens qui travaillent à la défense, qui font des allers-retours à New York ou je ne sais où, 15 fois par an. Avant d'aller donner des leçons d'écologie aux autres, hein, bien entendu. C'était pour bon pote. Donc, eux, je les considère comme faisant partie du halo de classe autour de la classe dirigeante. Eux, vraiment, voilà. Ensuite, deuxième catégorie de personnes, que moi j'identifie comme les larbins directs et individuels de la classe dirigeante, à savoir tous les prestataires de services à la personne, localisés tout autour de là où est localisée la classe dirigeante, à savoir dans les banlieues des grandes métropoles. En gros, la classe dirigeante et la première catégorie de personnes dont j'ai parlé, ils ont besoin d'avoir à portée de main, à portée de clic, des Uber, des vendeurs de drogue, des prostituées, des gens pour garder leurs gamins, des gens pour faire leur ménage. Voilà, donc ça, c'est encore une deuxième catégorie de personnes qu'on ne peut pas, pour le coup, qualifier de privilégiées, évidemment. Néanmoins, leur existence, elle est directement conditionnée à l'existence de la classe dirigeante, puisque si tu fais disparaître la bourgeoisie financière qui habite à Paris, en fait, les livreurs Uber et Deliveroo et les femmes de ménage qui bossent dans les bureaux à la Défense, demain, elles n'existent plus, en fait. Voilà. Et alors après, il y a une troisième catégorie de personnes qui, pour moi, constitue
pour le coup, qui n'est pas... l'existence, on va dire, n'est pas directement corrélée à l'existence de la classe dirigeante. C'est-à-dire que c'est une classe qui pourrait servir un autre ordre. Et je parle là des fonctionnaires, de tous les garants de l'ordre établi, mais au niveau institutionnel et pas au niveau personnel, individuel ou directement lié au groupe dominant. Et eux, en fait, ils font partie de ce groupe qu'on nous a vendu. Et ça a été très pratique pour la classe dirigeante. C'est-à-dire qu'à partir des années 70, on a commencé à nous vendre le mythe de la classe moyenne, où tout le monde faisait partie de la classe moyenne. T'es médecin, t'es classe moyenne. T'es ouvrier qualifié, t'es classe moyenne. T'es femme de ménage, t'es classe moyenne. Tout le monde, c'était magique. C'était vraiment la plus grosse escroquerie dans les opérations performatives qui ont été faites ces dernières décennies. Franchement, celle-là, elle se pose là. En fait, on a fait croire à tout le monde qu'il faisait partie de la classe moyenne, eh bien, ça a permis du même coup de donner à la société française un visage qui n'était plus du tout le même qu'après la guerre. C'est-à-dire que les ouvriers disparaissaient. Le mot même production, tu te rends compte que le mot production a disparu. Le mot même de la manière de calculer la richesse nationale. Dans les années 1970, on est passé de la production intérieure brute, qui mesurait la quantité de richesse effectivement et matériellement produite, à le produit intérieur brut, qui aujourd'hui, tu le sais, compte même le trafic de drogue et la prostitution, pour faire gonfler artificiellement les chiffres de la richesse nationale. C'est seulement la croissance qui est prise en compte en vérité. Quand on regarde un peu les situations économiques des pays, on parle seulement de la croissance. C'est cette infinie croissance. La notion de PIB, on l'entend de moins en moins. Mais sauf qu'avant, c'était la croissance de la production. Et le problème, c'est que l'idée, c'est que c'est pas la croissance en soi, c'est la croissance de la production normalement. Sauf que là, quand on parle de croissance, on parle implicitement, en tout cas, de croissance du PIB, du produit intérieur brut. Et sauf que dans ce produit intérieur brut, il y a des choses qu'on compte plusieurs fois. Voilà. Il y a, par exemple, si toi, tu es propriétaire de ta maison, eh bien, on va compter le loyer que tu toucherais ou si tu l'as loué à quelqu'un. Et ça fait partie de la richesse nationale. Tu vois ce que je veux dire? Et par une espèce de tour de passe-passe, on a transformé, en fait, le visage de la France. Et en l'occurrence, parmi le package de ce tour de passe-passe-là, il y a eu la classe moyenne, l'arrivée, l'émergence de la classe moyenne, où vraiment, tout le monde s'est mis à faire partie de cette classe moyenne-là. Et l'illusion a tenu un moment, puisqu'on vivait encore quelque part sur le gâteau des 30 Glorieuses, sur le gâteau de l'après-guerre. Donc on nous a dit, écoutez, maintenant, c'est pas compliqué. Plus personne va travailler de ses mains, c'est les Chinois ou les Européens de l'Est après la chute du mur qui vont fabriquer, qui vont produire ce dont on a besoin pour nous. Et puis, en fait, la société française maintenant, c'est ça, c'est des gens qui travaillent dans des bureaux, dans des métiers de service, dans du tertiaire. On a gonflé, mais j'ai plus les chiffres exacts en tête, j'en parle dans mon bouquin, mais le nombre de fonctionnaires a été multiplié, je sais plus, par 1,5 ou par 2 en 20 ans. C'est un truc de malade. Et tout ça pour donner l'illusion que la France, finalement, était tertiarisée et que ce soit les ouvriers ou les agriculteurs, de toute façon, c'était le passé, c'était presque honteux de travailler de ses mains à produire quelque chose. Et on se retrouve là, aujourd'hui, avec un pays où on ne fabrique plus rien, où les usines sont parties, où nos agriculteurs sont comme ça dans le bain et dans l'arène de la concurrence internationale. Et c'est une catastrophe, en fait. C'est une catastrophe absolue. Et tu vois, tu disais sur le plan social, moi je pense que ces classes, ce sont ces gens qui pensent encore appartenir à la classe moyenne. Et très honnêtement, je pense que les gens qui y ont cru, qui étaient ouvriers dans des métiers de production ou dans des métiers qui dépendent directement de la production, je pense à des commerçants, à des restaurateurs, voilà. Et notamment dans la France des petites villes et la France rurale, parce que c'est quand même là que se sont retrouvés expulsés tous les producteurs
puisqu'ils n'avaient plus assez d'argent pour vivre dans les métropoles où il fallait avoir un boulot de tertiaire, etc. Donc voilà. Et dans cette France-là, en fait, la plupart des gens ne croient plus à la classe moyenne. Ceux qui y croient encore, ce sont vraiment les fonctionnaires, les profs, les infirmières des hôpitaux, tous les gens qui travaillent dans les administrations. Et là où il y a vraiment quelque chose de très pervers qui a été fait, c'est que la classe dirigeante, parce que ça arrangeait bien son récit de faire croire qu'il n'y avait plus d'ouvriers, parce qu'il y en a encore en France, hein, c'est 20% de la population active, c'est des ouvriers. Ouais. Juste ça, sachant que les producteurs, c'est pas que les ouvriers. Mais donc de nous faire croire, enfin, ils ont fait croire à cette classe moyenne qui représentait le pays. Et si la plupart des producteurs ne croient plus faire partie de la classe moyenne, les fonctionnaires, les profs, ils y croient encore. Ils y croient encore, et c'est à eux, systématiquement, qu'on donne la parole. C'est systématiquement eux qui occupent le terrain, avec leurs manifestations, avec le mouvement contre les retraites, etc., en sachant qu'au final, ils vont aller voter Macron. Donc en fait, c'est les meilleurs amis du système, sans le vouloir, parce que je pense que sincèrement, individuellement, la plupart des profs ne se disent pas qu'ils font le service pour Macron, mais en réalité, c'est ça leur boulot. Ouais. Et si tu regardes, on en revient exactement ça les rend dingues, enfin là je digresse un peu, mais ça les rend dingues quand tu leur dis qu'ils sont au service du pays et de ses institutions, alors que c'est dans leur nom. Service public. Quand tu leur dis, mais vous êtes au service de la population, vous êtes au service d'eux, ah ben non, quand même, voilà, comme si c'était une tare. Ouais. C'était une tare d'être au service de son pays. Et voilà, faut en être fier aussi. Oui. Et simplement, faut comprendre aussi que le monde ne tourne pas autour des services et ne peut pas, surtout, s'organiser en fonction des services. Parce que si tu ne produis pas de richesse, qu'il n'y a pas de production, tu les payes comment tes fonctionnaires? Oui. Mais est-ce que les prochains... On en vient au cœur du problème. Absolument, absolument. Mais est-ce que les prochains grands déçus de la mise en avant de ce plan internationaliste, donc, qui entraîne la privatisation, qui entraîne tout ça, les prochains grands déçus, on sait déjà que ce seront justement les fonctionnaires. On commence à le deviner du côté de la santé, du côté de l'éducation, où la question de la privatisation se pose. Juste, ça fait un petit moment. Oui, hein, mais médiatiquement, j'entends, où on ne peut plus le cacher. On ne peut plus le cacher. Et donc, les prochains grands déçus seront eux, inévitablement, non? Et en fait, le truc, c'est que... je sais plus. Pardon. C'est difficile, en fait, je pense, et là, ça se joue presque à un niveau individuel et psychologique, hein, mais je pense que ça doit être très difficile quand on t'a vendu, depuis que t'es enfant, que travailler de ses mains, c'était honteux. Qu'il fallait que tu travailles dans des bureaux, ou que tu sois fonctionnaire, ou enseignant, que tu fasses des métiers de service, et que tout cela valait beaucoup mieux que des métiers de production. Tu te rends compte, en fait, là, les profs qui ont 50, 55 ans, à qui on a vendu tu vas aller à la fac. Alors tout le monde y allait à la fac, hein, c'est bizarre. Tout d'un coup, on a ouvert les vannes de l'université. C'est tu vas aller à la fac, tu vas pas te casser le dos, tu vas pas finir handicapé après un accident du travail. Tu vas faire finalement, tu vas t'élever dans l'échelle sociale. Imagine, après 30 ans de carrière, entendre dire en fait c'était un mensonge absolu. Tu sers à rien. Enfin, tu sers pas à rien hein, dans l'absolu, je veux dire, voilà. Mais le monde ne peut pas s'organiser en fonction de toi, alors qu'on t'a dit toute ta vie que tu étais essentiel. Je pense pas que ce soit entendable, en fait. Ils ne peuvent pas revenir en arrière comme ça. Je le pense pas, en tout cas. Enfin, ou alors au prix d'une prise de conscience. Et il y en a, hein. Enfin, moi, je reçois d'ailleurs, parce que c'est une thèse finalement que je développe un petit peu dans certaines de mes vidéos, et j'en vois des gens qui me disent moi j'attends que ça en fait, je suis fonctionnaire et je n'attends que ça, que le système change pour pouvoir être au service des producteurs, être au service de ceux qui nous donnent à manger. Mais pour le moment je pense qu'ils sont pas prêts à l'accepter, mais c'est pas grave, de toute façon ils y viendront, puisque ils vont pas avoir le choix. Ils vont pas avoir le choix. Ils ne peuvent pas organiser la société. Et on leur a fait croire pendant toutes ces années
Ils avaient le pouvoir de faire plier le gouvernement, de changer les majorités présidentielles. Voilà, on leur a fait croire qu'ils avaient un pouvoir pour mieux les asservir et pour qu'ils restent de bons petits larbins, de bons petits serviteurs, non pas du public cette fois-ci, mais du système. Et je pense que tant que ces fonctionnaires, enfin c'est un peu un pivot en vrai, mais pas au sens où ils le croient. Et voilà, le jour où ils comprendront qu'ils ne peuvent pas organiser la société autour d'eux-mêmes et autour de leurs revendications, et qu'il faut laisser la place aux ouvriers, aux artisans, aux paysans, aux ingénieurs, à tous les gens, à toute cette classe de producteurs qui fait et qui est la vie du pays. Je pense qu'il... Voilà. Et dans cette lente déliquescence qui mène vers la privatisation du service public, est-ce que tu penses que la majorité des fonctionnaires, quand la bascule va devoir se faire, quand on va leur dire, écoutez, le service public est en train d'être détruit, par contre, il y a des entreprises où vous allez pouvoir faire exactement le même boulot, peut-être un peu mieux payé, peut-être un peu moins bien payé. Est-ce que sur le plan, on va dire, de la conscience politique, est-ce que tu penses que certains vont lever les boucliers, ou est-ce que cette grande bascule public-privé va se faire naturellement sans que personne ne trouve à redire? Mais en fait, elle se fait déjà, et pour moi, c'est pas tant ça le sujet, quoi. Pour moi, en fait, le sujet, c'est toujours d'en revenir à ce qui est fondamental. Encore une fois, les services publics, enfin un pays, c'est triste à dire, mais de fait, un pays peut tout à fait vivre sans enseignants. Il peut vivre sans infirmier, il peut vivre sans contrôleur des impôts. Et je dis pas que c'est souhaitable, surtout pas. Évidemment, je pense que c'est nécessaire. Néanmoins, un pays ne peut pas vivre sans nourriture, il peut pas vivre sans énergie, il peut pas vivre sans biens. Voilà, sans maison, sans objet de consommation courante. Voilà. Un pays ne peut pas vivre sans production. En revanche, il peut tout à fait vivre sans service public. Mal, il vivra mal. Mais c'est pour ça que je pense que là, on n'est plus à déplorer, si tu veux, la privatisation en cours depuis quelques années, maintenant même dizaines d'années, des services publics. Je pense qu'on en est il faut absolument revenir à ce qui est essentiel et fondamental. Et ce qui est essentiel et fondamental, c'est ce qui est essentiel à notre survie en tant que pays, mais en tant qu'individu aussi. Donc, la nourriture, l'énergie et les biens concrets. Voilà. Et il se trouve que tout ça, c'est aussi ce qui permet de fabriquer la richesse. Enfin, c'est aussi ça qui fait la richesse matérielle d'un pays, au-delà de ses ressources. Donc, je sais pas comment les gens vont réagir. Voilà, ils vont réagir en faisant la même chose que d'habitude. Ils iront faire une énième marche contre la réforme des retraites des fonctionnaires. Et puis, ils iront se plaindre que Macron, c'est un fasciste. Et puis, ils iront voter pour lui à la fois suivante, parce qu'il faudra faire barrage au fascisme. C'est tout, en fait. Mais c'est pas d'eux que la solution viendra, encore une fois. Moi, je pense que la solution, elle viendra, et elle vient déjà de ceux qui produisent la richesse. Et pour moi, c'est la deuxième, même c'est le deuxième pôle qui constitue aujourd'hui la société française. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de la classe dirigeante. Pour moi, en fait, la société, elle s'organise. Il n'y a pas 36 trucs. Il y a la classe dirigeante et tout son halo de classe. Il y a les producteurs. Et il se trouve que pendant quelques centaines d'années, la classe dirigeante, ses intérêts étaient raccord avec les intérêts de la France. Par exemple, s'il n'y avait pas eu le développement du capitalisme au moment de la révolution industrielle, eh bien, on n'aurait sans doute pas eu de voies de chemin de fer, d'accès à l'électricité, à l'eau courante et autres. Et il faut rendre à César ce qui est à César et rendre à la bourgeoisie ce qui est à la bourgeoisie. Mais je pense qu'elle arrive aujourd'hui à la fin de son règne, et qu'aujourd'hui, ce qui compte, ce qui a toujours compté et ce qui compte toujours dans toutes les sociétés, pour toutes les nations, c'est notre capacité collective à survivre et à perpétuer l'espèce, au-delà de ça, mais à survivre ensemble dans une société où on n'est pas en insécurité, où on a accès aux médicaments quand il y en a besoin, où on est chauffé, logé, où on a assez... Voilà, c'est la base de la vie. Et là où, pendant 2 siècles, la bourgeoisie a été capable
de nous apporter cela. Depuis les années 70, où c'est la bourgeoisie financière qui a complètement dématérialisé l'idée de la richesse, qui est arrivée au pouvoir, eh bien, la classe qui est toujours aujourd'hui la classe dirigeante, malheureusement, eh bien, la classe dirigeante ne peut plus nous offrir ça aujourd'hui. Maintenant, les seuls qui peuvent nous apporter cela, c'est l'autre pôle constitutif de la société française, qui est le pôle des producteurs. Et derrière ça, les services publics se greffent sur celui qui a le contrôle. Ils servent l'ordre social qui est en place. Donc, gré mal gré, effectivement. Mais donc aujourd'hui, ils servent la bourgeoisie. Ça ne veut pas dire que si la bourgeoisie financière venait à s'effondrer comme classe dirigeante demain, eh bien, ils ne serviraient plus à rien. Mais en revanche, ils serviraient un autre ordre, un autre pôle social fondamental, qui est pour moi celui des producteurs. Enfin, je veux dire, sinon j'aurais pas écrit le bouquin comme ça. Oui, non, mais c'est très intéressant et c'est au centre du débat. Mais là où sans me faire pour autant l'avocat du diable, mais pour apporter une question et avoir tes réflexions supplémentaires sur ça, c'est que j'ai peut-être un peu de mal à te suivre quand même sur ce regard-là, sur la notion de service public, parce que on parle quand même de la colonne vertébrale de l'État qui va mettre son pied jusqu'au fin fond du village d'Ardèche. Donc c'est l'indispensable présence de l'État. Rendu physique, on va dire, par l'employé du service public, par le fonctionnaire. Mais le fonctionnariat, ça va de EDF dans les années 70, dans les années 60 même, à la SNCF, donc le développement du chemin de fer, le développement du TGV, toutes ces choses-là, on pourrait multiplier les exemples. Tu parlais de le devoir que l'État a que les gens puissent vivre en sécurité, c'est aussi d'une certaine manière le rôle du service public. Si tout ça s'écroule, c'est là, comment fait-on? C'est là où ma question est peut-être un peu bête, hein, mais j'ai du mal, si tu veux, à te suivre sur cet aspect-là d'une critique pleine et entière du service public en tant que service public, alors que, et là où je te rejoins en revanche, c'est le fait qu'il serve un ordre qui n'est pas le bon et qui ne vise pas les bons objectifs. Là, je te rejoins pleinement. Je crois qu'on ne s'est pas compris, en fait. C'est peut-être pour ça, j'ai du mal à m'exprimer. C'est sûrement moi qui ai mal compris. En fait, je pense que la question des services publics, la question des services, même de manière générale, hein, pas que public, elle découle de la question fondamentale de l'organisation de la société, de manière à permettre à chacun et à tous de vivre dans un relatif confort, dans une sécurité aussi importante que possible, et en ne manquant de rien, autant que faire se peut. Je pense en ce sens que les seules classes ou les seuls pôles sociaux fondamentaux à même d'organiser la société sont soit ceux qui la dirigent actuellement, ceux qui organisent la société actuellement. Aujourd'hui, on vit dans l'ordre social imposé par la bourgeoisie financière. Voilà. Et demain, pour moi, sont appelés à le faire les seuls qui permettent aujourd'hui la survie de la nation, à savoir les producteurs, qu'ils soient fonctionnaires, enfin qu'ils aient un statut de fonctionnaire, d'employé du secteur privé, ça ne m'importe pas en fait. Pour moi, ce qui compte, c'est la question de la production. Donc, à partir de ce moment-là, la question des services publics n'est pas une question fondamentale, puisque le service public ne peut exister que dans une société qui l'organise. Pour l'organiser, il faut les moyens, il faut la richesse pour l'organiser. Pour payer des profs, pour payer des policiers, pour payer des infirmiers, il faut de l'argent. Et l'argent, je sais que la bourgeoisie financière, là, on crée pas mal de magique en empruntant sur les marchés financiers. Il n'empêche que la véritable richesse, la seule richesse qui existe et sur laquelle est ponctionnée par la classe dirigeante de plus en plus, un pactole de plus en plus gros, c'est celle qui est produite matériellement, concrètement, par les gens dont c'est le travail, par les producteurs. Donc en fait, à partir de ce moment-là, la question de est-ce que le service public est en train de s'effondrer? Mais oui, évidemment que les services publics sont en train de s'effondrer, puisque l'ordre social actuel est en train de s'effondrer. Tout s'effondre en France, donc il n'y a pas de raison que les services des impôts ou l'éducation nationale soient épargnés par cela. Mais je pense que regarder
l'effondrement actuel de la France uniquement par ce prisme-là, uniquement par ce bout de l'effondrement des services de l'État, je pense que c'est regarder les choses par le mauvais bout de la lorgnette et se condamner en fait à ne pas comprendre ce qui fondamentalement fait une société, ce qui lui donne sa capacité à survivre et à subvenir aux besoins de tous ceux qui la composent. Et pour moi, ça, c'est la production. Et donc, mais c'est terrible, hein, parce que, je te dis ça, et en même temps, pendant des années, c'est comme si le mot production, enfin, l'idée même, c'est la production qui est au centre de tout, elle a été, mais oblitérée de tous les discours, de tous les, tu vois, de tous les journaux, de tous les médias, dans la bouche de tous les intellectuels. La production a disparu, alors que c'est ça qui fait tu vois, c'est ça qui fait qu'on peut vivre. C'est pas le fait qu'il y ait l'éducation nationale et que ça soit privé ou public. C'est pas ça la question en fait. C'est que je parle, tu vois, des métiers de service, privés comme publics, en disant que, par définition, ils sont au service de, ce qui n'est pas une tare, et ça ne veut pas dire qu'ils ne servent en soi à rien. Je sais pas si du coup je me suis mieux exprimée là. Non, mais c'est absolument moi justement qui avais mal compris. Et là, avec ces précisions, effectivement, c'est beaucoup plus clair. Et là encore, hein, pour continuer, parce que c'est une critique qu'on peut entendre de temps à autre sur cet aspect-là. On arrive peut-être plus dans la philosophie politique, mais dans cette logique des producteurs qui devraient organiser la société. Donc, n'hésite pas à me couper hein, si je traduis mal, hein, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être le vœu, peut-être pieux, d'une classe de producteurs qui serait moralement saine en soi? Parce que quitter un ordre d'organisation de la société, qui est celui de la bourgeoisie financière, qui crée les dégâts que l'on constate minute après minute, pour ne pas dire seconde après seconde. Finalement, si demain la société, si on se projette et on imagine ce futur-là, si la société demain est aux mains des producteurs, comme tu le dis et comme tu le défends, c'est peut-être partir du postulat que c'est une classe sociale moralement saine. Or, on pourrait retomber dans des écueils peut-être pas similaires, mais dans d'autres écueils, non? Qu'est-ce que tu réponds? C'est vraiment une question, c'est pas un point de vue. C'est une question sur cet aspect-là, plus de philosophie politique. Hein. Oui, non, mais je comprends bien. Après, alors, tu sais, enfin moi, dans les questions qui touchent à la survie, la morale n'a pas vraiment sa place. C'est mon point de vue. Ce n'est pas, voilà. Je ne suis pas en train de dire que les producteurs seraient forcément gentils ou même qu'il n'y aurait pas de dérive, comme il y en a dans tout. Enfin, après, voilà, si on part, voilà, si on regarde l'histoire, tout ordre social a vocation à créer les conditions de sa propre destruction, de son propre effondrement, et donc de son remplacement par une autre classe, par un autre groupe de dominants qui elle-même va imposer un ordre social. Et voilà, bon, c'est l'histoire de l'humanité. Je pense cependant qu'aujourd'hui, c'est pas tant une question de morale ou de est-ce que les producteurs vont pas faire des conneries s'ils prennent les commandes de la société. Ce qui se passe, c'est que si on continue à être dans cet ordre social organisé par la bourgeoisie financière, on va mourir. C'est une question de survie de changer. Tu vois ce que je veux dire? C'est là, pour le coup, c'est pas une histoire de oui, mais il serait quand même peut-être plus sympa avec les gens, ou il restreindrait moins nos libertés, ou il y aurait. C'est pas ça la question en fait là. C'est on va mourir. Il y a l'abîme qui est juste là. Donc, il faut qu'on trouve le moyen d'organiser la société différemment de la manière dont elle est organisée aujourd'hui. Et pour cela, il n'y a pas 36 candidats, malheureusement. La classe moyenne ou les fonctionnaires ne sont pas en capacité d'organiser une société, puisqu'une société s'organise autour de ce qu'elle produit, de manière à subvenir aux besoins de sa population. C'est la base, hein. Ça ne veut pas dire que le reste est inutile, encore une fois. Néanmoins, on en arrive vraiment, enfin pour moi, on est sur une période de retour aux fondamentaux. Et ces fondamentaux-là, c'est comment on produit pour subvenir aux besoins de tout le monde. Le truc, c'est que, à l'heure actuelle, la classe dirigeante qui est en place aujourd'hui, elle est en train de piller tout ce qu'elle peut, puisque par essence, pour le coup, elle ne peut faire que ça, parce que c'est comme ça qu'elle croit, c'est presque par un,
fonctionnement parasitaire, hein. Enfin, on va dire les mots qui heurtent certains, certains éditeurs. Et donc, tout organisme, si on considère la société comme étant un organisme vivant, constitué de millions de cellules, avec chacune leur individualité, etc., c'est pas compliqué, hein. Le parasite ne va pas s'arrêter parce qu'il en a eu assez. C'est le principe même d'un parasite. Donc il y a un moment, soit l'organisme va mourir, le parasite va mourir avec lui, soit l'organisme va trouver en lui la ressource pour que le parasite dégage. Et pour moi, la seule ressource qu'on ait pour cela, c'est effectivement que la société soit organisée par les producteurs. Et voilà. Parce que à part les producteurs, les services et la classe dirigeante et ses affiliés, moi je vois pas d'autres classes. Après il y en a peut-être et tant mieux. Mais en tout cas voilà. Et c'est pour ça que pour moi c'est inéluctable en fait. C'est inéluctable parce que la classe dirigeante est en train de se saborder. Et même, alors ça j'en parle pas vraiment dans le livre. D'ailleurs ça fait l'objet d'un autre bouquin qui est en cours de projet. Hein, comme ça voilà t'as le scoop. Voilà exactement la primauté de l'information. Mais c'est au niveau international où on voit ça se jouer très bien, avec les pays qui nous ont servi de larbin, on va dire, entre guillemets, pendant quelques dizaines d'années, être en train de reprendre le contrôle via la nation, via les institutions nationales, sur les moyens de production. Et on l'a vu pendant le Covid, et on le voit avec l'Ukraine, qui contrôle la production, contrôle la société. Si les Chinois demain décident d'arrêter de nous livrer des masques et des médicaments, on pourra aller se brosser. Donc, pour moi, c'est essentiel en fait de revenir à un contrôle de la production par la nation, en fonction, et qui soit organisé en fonction des besoins de la nation. Et c'est pas pour rien que les BRICS aujourd'hui montent en puissance depuis une vingtaine d'années. C'est précisément parce qu'ils sont en train de se réapproprier les outils de production que nous, on a été assez bêtes, que la classe dirigeante a délocalisé chez eux pour ramasser plus de profits. Et nous, on s'est dit, oui, ça va être mieux, parce que c'est ce qu'on nous avait dit, mais en fait, on paye les pots cassés aujourd'hui. On voit toute la professionnelle, parce que c'est exactement ce vers quoi je voulais justement amener la discussion sur la. C'est magnifique. Tu fais les transitions, tu fais tout. Moi, je me régale aujourd'hui. C'est exactement ce vers quoi je voulais aller, sur la matérialisation politique de ça, et effectivement avec les exemples à l'international. Donc, tu parles des BRICS aujourd'hui. Quels exemples tu as en tête qui illustrent parfaitement ce que nous pourrions faire? Et après, le deuxième volet de cette question, ce serait sur la matérialisation, on va dire, dans un cercle géographique plus proche. Comment on arrive à se faufiler un petit peu vers ce projet-là, au sein de l'Union européenne ou pas? Comment toi tu matérialiserais cela? Voilà, vaste question. Calme-toi, Tatiana. Je m'en doutais, mais c'est juste milieu. Je suis obligé de. Oui, non, mais je comprends bien. C'est surtout que sur la question de l'Union européenne, en fait, étant donné que ça a été le cheval de Troie par excellence, c'est-à-dire que sous couvert de on va faire des institutions pour garantir la paix dans une Europe complètement ravagée et détruite par. Il y a quand même eu 3 guerres avec l'Allemagne. 3 fois, ça a été hyper violent et brutal et traumatisant. Donc, moi, je peux comprendre que toutes les générations d'après-guerre aient adhéré à un projet dont on leur disait ça va éviter les guerres. C'est quand même, le but, encore une fois, de l'organisation de la société, c'est de ne pas trop se foutre sur la gueule et de ne pas disparaître. Donc, a priori, voilà. Sauf que l'établissement d'un certain nombre d'institutions européennes a coïncidé avec la montée en puissance puis la prise de pouvoir au niveau mondial. Hein. Les Macron et nos dirigeants politiques, c'est déjà des larbins, en fait, si tu veux. C'est pas eux les propriétaires des moyens de production, mais ça a coïncidé avec la prise de pouvoir de la bourgeoisie financière. Et donc, les institutions de l'Union européenne, et je ne dis pas de l'Europe, parce que l'Europe, c'est le continent qui a une existence géographique, culturelle, qui est bien antérieure à l'Union européenne, à la structure politique qui est l'UE. Mais les institutions, l'établissement de lois, de règles, de traités, les traités de libre-échange notamment, par l'UE, ont coïncidé avec
l'émergence et l'ascension de la bourgeoisie financière comme classe dirigeante. Donc, en ce sens, c'est les institutions de l'UE, elles ne peuvent pas vivre dans un monde qui n'est pas organisé par la bourgeoisie financière. Donc, j'ai envie de dire, c'est même pas, oui, on sort de l'UE et on voit après, en fait. C'est que si on veut faire autre chose, ça va se poser, ça va être inévitable. Ça va être une conséquence, en fait, la sortie de l'UE, mais pas, c'est pas un préalable, en fait. C'est une conséquence de l'évolution logique de l'histoire même là, parce qu'on en est pour moi, on en est à une crise historique et qui se joue au niveau mondial parce que la classe dirigeante, elle s'est imposée au niveau mondial. Hein. Oui. Oui, effectivement, clairement. Et tu parlais sur l'aspect historique, je voulais revenir avec toi sur cet aspect-là, parce que on dit populairement, tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins mènent surtout à Washington, parce que, mine de rien, Oui. la reconstruction de l'Europe à la suite de la Seconde Guerre mondiale, on parle, par exemple, c'est une thématique que j'aime beaucoup ces derniers temps, c'est l'AMGOT, c'est la mainmise américaine, la construction européenne avec des gens comme Jean Monnet ou Robert Schuman, qui effectivement n'étaient pas les plus grands défenseurs, on va dire, du gaullisme de l'époque, et cette volonté de souverainisme français. Qui, pour le coup, était déjà serviteur de la bourgeoisie financière, en sous-main, effectivement. Absolument. Mais tu vois bien que c'est corrélé. Hein. Absolument, mais une bourgeoisie financière déjà très américanisée. Cette volonté de transformer la France, l'Italie en colonie américaine, alors pour les Américains, c'était déjà très clair. Hein, l'objectif du débarquement n'était pas la seule libération de la France, c'était la guerre sur le front de l'Est déjà à l'époque, puis la constitution de l'OTAN en 1948 et tout ça. On pourrait refaire l'histoire, parce que finalement, elle nous amène au conflit entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Oui. Bien sûr, mais si tu regardes, de toute façon, on peut remonter. Pour moi, ça remonte à la fondation des États-Unis d'Amérique, en fait, parce que c'est un pays, c'est une nation qui a été fondée par la bourgeoisie. Alors la bourgeoisie telle qu'elle était à la fin du XVIIIe siècle, évidemment, c'était pas les banquiers d'affaires de chez Rothschild d'aujourd'hui, mais c'était les avocats, des commerçants, des gens avec esprit d'entreprise, etc., qui ont décidé effectivement de fonder un pays basé sur la liberté de commercer, de faire des affaires, et qui a construit, après un petit génocide, mais bon, ça, on va voilà. Hein. Disney nous a offert Pocahontas, on a les renseignements historiques, c'est bon, on sait que ça va. Et qui a construit un pays à son image, avec des institutions à son image. Et j'ai envie de dire, quand tu regardes ce qui est en train de se passer aujourd'hui aux États-Unis, c'est au bord de la guerre civile à nouveau. Puisque, effectivement, encore une fois, leur classe dirigeante, empêtrée dans ses contradictions, est aussi, elle, sous les assauts, finalement, d'une classe de producteurs qui peine encore à trouver son expression, sa formulation. Mais grosso modo, aux États-Unis, les choses peuvent se résumer également ainsi. Là où tu vois, dans la vieille Europe, nous, on avait des centaines, des milliers d'années d'histoire derrière nous. C'est-à-dire que quand la bourgeoisie a instauré la République après la Révolution française, et loin de moi l'idée de critiquer le régime, auquel cas, parce que c'était pareil, c'était un mouvement logique de l'histoire. Il fallait en finir avec cette aristocratie et cette noblesse dégénérée. Voilà, et parce que je veux dire, bon, je suis désolée, entre Philippe le Bel et Louis XVI, on a quand même perdu au niveau, tu vois, voilà. Mais disons que tu n'effaces pas l'histoire. Donc, nous, on avait le poids de millénaires, en fait, de traditions, de cultures, avec lesquelles il a fallu composer. Avec lesquels la bourgeoisie, quand elle s'est instaurée, quand elle s'est hissée au sommet du pouvoir en Europe, elle a dû composer avec ça. D'ailleurs, c'est pas pour rien si tout le grand 19e a été marqué par des allers-retours, monarchie, et puis république, et puis monarchie constitutionnelle, enfin, tu vois, et puis empire, voilà. C'est les soubresauts, j'ai envie de dire, d'un pays qui est riche d'une histoire et d'une culture. Les États-Unis, c'est pas du tout ça. C'est la bourgeoisie qui est arrivée sur un territoire, qui a dit c'est à nous, on va faire les institutions, les lois, on va organiser le système de telle manière parce qu'ils nous servent en fait. Et
de fait, cette bourgeoisie étant par essence expansionniste, elle a commencé tout de suite à s'étendre. Ça a commencé avec la conquête de l'Ouest, évidemment. Quand tout le territoire nord-américain a été conquis, on s'est tourné vers le territoire sud-américain. Ils se sont tournés plus vers le territoire sud-américain. Et une fois que tout le backyard, le back garden, l'arrière-cour sud-américaine était assurée, il y a encore le monde à conquérir. Et à ce moment-là, on va le faire avec quoi ? Alors, je te passe sur tout l'entre-deux-guerres, sur le lobbying intensif pour la décolonisation. Dès la fin de la Première Guerre mondiale, les États-Unis ont, avec l'URSS de l'époque aussi, pas pour les mêmes raisons, mais dans les deux cas, il y avait une question d'autonomie et d'indépendance vis-à-vis du monde. Mais bref, la bourgeoisie a gagné. Elle a gagné jusqu'en 1991 dans le monde entier et elle a triomphé avec la chute de l'Union soviétique, qui avait beaucoup de défauts et dont je ne voudrais certainement pas reproduire le système non plus, parce que non, mais je précise parce que voilà. Et du coup, voilà, donc je sais plus, je me suis un peu perdue dans mes digressions. Ça m'arrive souvent. C'est tout le but de la discussion. C'est tout le but, t'inquiète pas. Et oui, et du coup, la bourgeoisie financière américaine qui est entrée en guerre à un moment favorable, après avoir produit d'ailleurs un certain nombre d'armements, après avoir revendu contre l'or, c'est pas contre des billets, c'était contre l'or européen qui est parti aux États-Unis pendant la guerre pour nous fournir en armes, parce que évidemment aucune classe dirigeante ne se maintient en donnant gratuitement son aide à ceux qui en ont besoin. Voilà, ça se monnaie. Et à la suite de la Seconde Guerre mondiale, moi j'ai envie de dire, au-delà de la question de la difficulté de la reconstruction qui a nécessité effectivement d'accepter, même de mauvais gré, l'aide américaine, notamment pour la France, parce que les autres pays c'est encore pire. Et heureusement que nous on avait quand même encore De Gaulle pour faire tampon. Mais c'est passé aussi par l'établissement d'institutions mondiales. D'abord les accords GATT, puis ça s'est transformé en Organisation mondiale du commerce, OMC, voilà, et par la domination du dollar sur l'économie, puisque on parle souvent du moment charnière qu'a été la fin des accords de Bretton Woods, mais sauf que les accords de Bretton Woods déjà garantissaient à la monnaie américaine la domination sur toutes les monnaies mondiales, puisque c'était eux qui pouvaient décider en fonction de l'or. Voilà. Et donc voilà, c'est des processus en fait, c'est des processus historiques qui se font de manière très logique et qui se font, j'insiste là-dessus, excuse-moi, mais qui se font toujours à partir de la nécessité des groupes sociaux à survivre. Donc oui. C'est un résumé. Alors là, il n'y a pas une virgule à ajouter. J'y souscris pleinement. C'était un peu long. Non, mais alors là, avec plaisir, Tatiana. C'est tout le but sur Juste Milieu. Les spectateurs le savent. C'est tout ce que j'aime, justement, laisser le temps de parole. Moi, ils ont le temps de m'entendre dire des bêtises en général. Donc, quand on a des gens qui viennent chez nous, au contraire, c'est tout un plaisir. Et une autre réflexion. Alors là encore, c'est une question parce que j'aime bien aussi parfois poser des questions sur lesquelles je ne sais pas vraiment quoi penser. C'est le but aussi du débat, le but de la discussion. Et en appui sur les travaux de quelqu'un que j'admire énormément, qui s'appelle Johan Chapoutot. Donc, plus récemment, je crois que l'un de ses derniers livres s'appelle Libre d'obéir, où il théorise l'héritage intellectuel nazi par rapport au management contemporain et à des rapports de société très contemporains. Je ne sais pas si tu l'as lu, si tu vois ce bouquin. Alors, j'ai pas lu ce bouquin, mais en revanche, effectivement, l'héritage pas seulement intellectuel, mais aussi dans la gestion très pragmatique, effectivement, des ressources et des ressources humaines. Donc cet héritage nazi dans les institutions européennes est extrêmement... il est palpable, en fait. C'est simplement que, effectivement, comme après la fin de la guerre, on a accepté l'aide américaine, il a fallu aussi... Les Américains qui s'étaient appropriés une partie de l'Allemagne, ils passent l'éponge
sur un certain nombre de choses, puisque les élites dirigeantes allemandes vaincues ont dû se soumettre au nouveau maître. Et donc, en l'occurrence, ça a été les Américains, qui d'ailleurs récemment les ont bien poignardés dans le dos, avec Nord Stream, comme quoi, quand on se fait serviteur, quand on joue les larbins, faut pas s'étonner de se faire marcher dessus. Mais bon, après c'est encore une autre question. Mais c'est vrai que du coup ils ont gardé, alors j'ai plus les noms des personnes en tête, mais ils ont gardé même un certain nombre de cadres Oui, qui sont du arrivés à la régime NASA nazi. et tout ça. Oui, tout à fait. Voilà, mais qu'ils ont mis même à la gestion des ressources humaines des principales entreprises allemandes, qui ont été mis en avant par toutes les institutions européennes comme étant des experts de la gestion des ressources humaines, de la gestion, de la gestion de la logistique. Et on se dit oui, alors c'est sûr, les nazis étaient des pros de la logistique, mais je serais vous, j'aurais quand même fait attention. Tu vois il y a quand même. C'est sûr, il y a une efficacité, quoi, mais est-ce que c'était vraiment ce qu'on voulait? Et effectivement, ça tâche, ça entache toute la construction européenne aussi, et c'est quelque chose dont on ne parle pas parce que c'est presque tabou. Et c'est tabou pour tous les gens qui, d'ailleurs, c'est assez drôle, n'ont que accusation de nazis à la bouche pour tous les gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Donc, Elle est trop forte. les faits sont têtus. Elle est trop forte. C'est la question que j'allais poser, je l'ai même pas posée. C'est du papier à musique aujourd'hui. Désolée. non, mais effectivement, c'est exactement cette réflexion voilà, que je voulais proposer parce que on a cette phrase du plus jamais ça qu'on applique par rapport à la Shoah et à juste titre, bien évidemment. Mais on voit que l'héritage, comme tu le dis, sur le plan même managérial, sur le plan économique, sur le plan intellectuel, cet héritage-là, qui est celui des nazis, pour mettre les pieds dans le plat, est bien présent et de plus en plus. Tu parles des ressources humaines, donc je renvoie vers ce livre, Un libre d'obéir de Johann Chapoutot, où il explique ça en prenant le cas d'un certain Reinhard Heun, qui a fini d'ailleurs. Non, je crois que c'était lui, mais vas-y, ouais, pardon. Oui, c'est sûrement lui qui est au centre en tout cas de ce bouquin et qui a fini officier nazi, qui s'est un petit peu fait oublier, qui est revenu dans l'une des premières écoles de management en Allemagne et qui a contribué à former des centaines de cadres à travers le pays, certains qu'on a retrouvés au gouvernement allemand effectivement, enfin ouest allemand puis ensuite au gouvernement allemand tout court et même dans les institutions européennes et Johann Chapoutot à la fin du livre alerte sur ça, de dire effectivement, on parlait tout à l'heure un peu d'épouvantail, ce chantage à la guerre, ce chantage à la guerre civile, ce chantage au nazisme permanent, c'est-à-dire que vous avez une opinion dissonante, vous êtes quasiment le neveu de Goebbels. Or, on refuse de voir ce qui est réellement sous nos yeux. Et quand Johann Chapoutot, historien français, donc spécialisé sur les questions liées au nazisme, donc qui est quand même pas, voilà, c'est pas Enrico Macias, même si on invite Enrico Macias sur CNews pour ses connaissances en géopolitique, mais c'est un autre débat. Quand il nous dit attention, quand vous parlez de ressources humaines, même de bien-être au travail, l'importance du temps libre, du bonheur au travail, on trouvait ces réflexions-là déjà au sein du régime nazi. Non pas à dire que ce sont eux qui l'ont inventé, mais il y a vraiment des traces comme ça, des filiations qui se font. Et c'est vrai que je voulais un peu mettre les pieds dans le plat avec toi, chère Tatiana Ventose, pour savoir ce que tu en penses en fait, de ces questions-là, parce que on refuse de le voir, mais on a beaucoup de choses qui sont comme ça, qui sont sous nos yeux, et qui font partie de ce retour au réel qu'on évoquait tout à l'heure. Certes, cet héritage nazi, mais pas seulement. Finalement, ces chantages-là de dire, de critiquer de nazis, n'importe qui aurait une position contradictoire ou de fasciste ou totalitaire, on met le mot que vous voulez, ce qui d'ailleurs en dit long sur la méconnaissance historique des gens, mais c'est pas le sujet. Est-ce que t'as pas l'impression qu'on manipule en fait des notions qui sont finalement sous nos yeux et qui nous ont jamais réellement quittés? Oui, quelque part, déjà, oui. Et puis, je pense pas que ça soit juste pour jouer à se faire peur. Je pense qu'il y a aussi une volonté de disqualification de toute, de toute pensée, de toute opinion un peu dissidente, un peu voilà, qui va pas dans le sens de celle des gens, quoi. Et le truc, c'est que effectivement, on a vite fait de te traiter, moi ça m'arrive tous les matins, fasciste, nazi, extrême droite, populiste, tous ces termes un petit peu qui sont devenus interchangeables. Et en même temps, je pense que ça relève pour beaucoup de la facilité intellectuelle.
C'est que au départ, il y avait vraiment, je pense, une volonté de disqualifier. Il y en a toujours une, mais disons que ceux qui ont commencé à utiliser ça pour disqualifier leurs adversaires savaient exactement ce que ça impliquait, que fallait quand même l'utiliser plus ou moins à bon escient. Là, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ils le dégainent tellement tous les matins que ça n'a plus vraiment d'impact et que la plupart des gens trouvent ça risible au final. Donc, pour moi, c'est encore... ça va paraître con, hein, mais pour moi, c'est encore un de leurs aveux de faiblesse que de passer leur temps à insulter les gens. Et sauf que comme ça marche plus, moins ça marche et plus ils le font. Et plus ils le font, moins ça marche. Donc, le problème, c'est que effectivement, le jour où il y a le vrai nazisme qui reviendra, eux ne seront pas capables de le voir. D'ailleurs, ils ne sont pas capables de voir les germes du totalitarisme. On parlait du Covid tout à l'heure. Et moi, il y a quand même, ça m'a quand même vachement frappé la manière dont a été gérée la campagne de vaccination à cet égard. Et pourtant, moi, de base, j'étais pour la vaccination obligatoire. Alors, je sais que c'est pas... au départ, déjà, parce que, les effets secondaires, voilà. Mais disons que, en fait, moi, si j'étais à la base pour la vaccination obligatoire, c'était parce que pour moi, cela engageait l'État. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les dirigeants pensent qu'il est absolument essentiel et important de se faire vacciner, bien, ils doivent prendre leurs responsabilités et rendre cela obligatoire, de manière à prendre en charge les gens avec des effets secondaires, de manière à ce que personne ne soit laissé de côté, ni par le système de santé, ni par les institutions. Voilà, moi, après, c'est ma philosophie. Je veux dire, je ne suis plus du tout pour la vaccination obligatoire depuis un moment, mais disons que, à la base, j'ai eu du mal à comprendre, en fait, cette espèce pour moi, c'était une méthode, mais totalement perverse et manipulatrice, de dire aux gens, vous êtes libres de vous faire vacciner ou pas, et si vous ne vous faites pas vacciner, alors on va vous interdire d'aller dans tel lieu public, vous n'allez pas pouvoir aller assister à l'accouchement de votre femme, vous n'allez pas pouvoir aller voir vos parents en maison de retraite, vous n'allez pas... Mais déjà, c'est d'une violence pas possible. Et au-delà de ça, et d'ailleurs je crois que j'en parle aussi dans le... C'est pas je crois, j'en parle dans le livre aussi, c'est la manière dont on a fait passer les non-vaccinés pour des mauvaises personnes. Alors que, dès le départ, on nous a dit c'est un choix. Donc si c'est un choix, eh bien on respecte le choix de chacun. Il n'y a pas de problème, en fait. Soit on... Voilà, c'est comme je disais, soit on oblige par la loi quelque chose, et auquel cas, l'institution ou l'autorité qui a établi quelque chose par la loi prend ses responsabilités du fait d'avoir rendu la chose obligatoire, soit elle dit aux gens, vous êtes libres de choisir, et auquel cas, elle ne va pas les faire chier. Mais là, ils ont passé leur temps à dire les gens qui ne se font pas vacciner sont des dangers publics, ce sont des mauvaises personnes, ce sont des agents russes, mais des trucs mais délirants, pour les déshumaniser en fait et faire... si tu veux, ça m'a frappé vraiment comme étant la méthode de gouvernement des régimes totalitaires. C'est-à-dire que je ne parle pas d'une dictature. Une dictature, effectivement, on peut obliger les gens par la loi. Mais un régime totalitaire, c'est beaucoup plus vicieux que ça. Un régime totalitaire, c'est un régime où on vous force à penser, à intégrer la manière de penser de ceux qui vous oppressent pour que... c'est comme dans 1984, en fait. C'est d'intégrer qu'on aime Big Brother et que l'Eurasie a toujours été en guerre avec l'Estasie, malgré les faits qui viennent contredire votre conception des choses. Et là, vraiment, j'ai trouvé... j'aurais été moins choquée, en fait, qu'ils disent on oblige tout le monde à se vacciner. Bon, ça m'aurait quand même peut-être heurté, parce que moi, j'y étais pour, mais j'y étais pour dans mon coin, chez moi. Voilà. Là, quand ils en étaient à dire les gens qui ne pensent pas comme nous, c'est même pas... il y a effectivement... ils dirigent un État, il y a des lois à respecter, on a le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça, si on fait ce qu'on n'a pas le droit de faire, on a une amende ou on va en prison, suivant le délit. Bon, pourquoi pas? Je veux dire, voilà, ça se discutait.
En revanche, encore une fois, le fait de laisser cette fausse liberté aux gens, tout en les manipulant, mais à une échelle, sur tous les plateaux de télévision, avec des médecins, avec des gens se revendiquant de la science, qui venaient expliquer que les gens qui ne pensaient pas comme il fallait, qui n'étaient pas convaincus qu'il fallait se faire vacciner, étaient des dangers publics, étaient des gens dangereux. Attends, on est où, quoi, là? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a plein de gens qui se sont fait vacciner, qui n'étaient pas Bien sûr. d'accord, qui voulaient pas à la base et qui se sont payés des effets secondaires plus ou moins méchants d'ailleurs. Et qui, quand ils se sont fait vacciner et qu'ils ont déclaré leurs effets secondaires, on leur a dit vous mentez. Et tu te rends compte? Ah, mais clairement. Mais c'est là où je te rejoins sur certains points, mais je vais quand même plus loin que toi, parce qu'on a eu un retour terrible au XVe siècle, la controverse de Valladolid, les non-vaccinés ont-ils une âme? C'est-à-dire que c'était à un moment donné, c'était vraiment ça. Il faut se rappeler la tribune du professeur André Grimaldi dans le journal du dimanche, qui se demandait s'il fallait soigner les non-vaccinés dans les hôpitaux. Donc on met ça couplé à cette logique qui s'était installée de l'individu dont on nie toute la réalité, à la fois en tant que citoyen et à la fois en tant qu'être, et où finalement c'était le slogan « tous vaccinés, tous protégés ». Il suffisait d'un citoyen sur 67 millions pour déséquilibrer ce niveau de protection. Là, on est dans le Troisième Reich, et c'est une réduction ad Hitlerum qui revient souvent et qui est un petit peu facile, mais c'est l'un des ciments du Troisième Reich que de voir l'individu comme le rouage d'une mécanique beaucoup plus globale qui le dépasse amplement. La femme doit perpétuer la pureté raciale et avoir un enfant pour contribuer à l'effort de la société. Ouais. Le discours du Covid, à mon sens, était celui-là. C'était l'individu doit pas se protéger lui-même. Il doit par son acte de masque ou de confinement ou de vaccination, il doit protéger toute la société. Et c'est là où je te rejoins sur la perversité d'un État qui n'assume pas en ne rendant pas la vaccination obligatoire. Mais je trouve quand même qu'on retrouve ce ciment qui est celui, en tout cas, du parti nazi, mais on pourrait avoir d'autres exemples à travers l'histoire. Ah, mais moi, j'ai d'autres exemples qui me viennent en tête. C'est pas tant l'aspect nazi, national-socialiste au sens de la pureté de la race aryenne, je ne sais quoi. C'est vraiment le fonctionnement, en fait, qui était totalitaire et qui, en cela, rappelait aussi bien l'Allemagne nazie que l'URSS de Staline, où, des gens étaient envoyés au goulag pour des faits inventés, où on avait toujours quelque chose à leur reprocher. Et au final, ce qu'on leur reprochait, c'était de ne pas penser comme il fallait, comme les autorités disaient qu'il fallait penser. Et pour moi, c'est ça qui est extrêmement dangereux. Alors, est-ce que c'est nazi ou pas? Et si on part sur la caractérisation politique des nazis, on n'a même pas besoin de remonter au Covid. Il suffit d'aller en Ukraine et de voir les SS peints sur les chars, de voir les mecs le bataillon Azov. Voilà, c'est ça, le bataillon Azov, qui font les saluts nazis, et tout, en fait, on dirait que c'est une blague. D'ailleurs, moi, à chaque fois que je vois des images passer d'Ukraine, il y a des mecs en train de faire un salut nazi, ou avec un brassard avec une croix gammée. Et par contre, ceux qui traitent tout le monde de nazi ici, et je pense notamment à Raphaël Glucksmann, là, qui s'est illustré récemment dans une interview à dire « Oui, les Ukrainiens sont en train de crever pour nous », alors que du tout. Moi, je suis désolée, mais ce qui se passe en Ukraine, ça me concerne pas. Moi, je suis... encore une fois, quand on aura des dirigeants qui seront capables de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, qui seront capables de mettre en place des frontières pour empêcher les flux de personnes non contrôlés, les flux de capitaux non contrôlés, et empêcher de rentrer des marchandises de merde venues, donc d'Ukraine ou de Chine, pour les empêcher de rentrer sur notre territoire, là, ils pourront venir nous dire on va aller défendre l'intégrité territoriale des autres. Mais pour le moment, qui commence par s'occuper de ce qui se passe ici. Et ça, c'est... Et donc les mêmes, là, qui viennent te dire ah, t'es un nazi, à chaque fois que t'es pas d'accord avec eux, parce que tu veux exercer un minimum de contrôle sur les frontières, sur la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux. Eux, ça leur pose absolument aucun problème d'aller envoyer énormément d'argent, des armes, un soutien officiel à des mecs qui
ont ouvertement pour ambition de restaurer un régime national-socialiste. Moi, ça me heurte, tu vois, ça me heurte. Oui, ça rend grognon, effectivement. Et puis même au Canada, c'est au Parlement canadien. Oui, ce qu'ils vétéran. Ils ont invité un mec à s'exprimer. Ah bah voilà, c'est un mec qui s'est battu pendant la Seconde Guerre mondiale en Ukraine contre les Russes. C'était qui pendant la Seconde Guerre mondiale qui se battait en Ukraine contre les Russes? Ouais. Rappelez-nous, 5 minutes, parce que... Absolument, absolument. Mais c'est là où on retombe en fait finalement dans la configuration. Alors, on est dans la discussion, bien évidemment, chers spectateurs. C'est pas un constat clair de ce qui se passe aujourd'hui. C'est une analyse sur cette grille de lecture. Mais on retombe dans la configuration qui était celle de la Seconde Guerre mondiale, où l'ennemi autoproclamé numéro 1 des Américains n'était pas les nazis. Il faut quand même le rappeler. C'était déjà une lutte contre les soviétiques. L'histoire ne se répète pas. Et je ne suis pas en train de dire qu'on est finalement seulement en 1946, mais il faut quand même accepter de voir l'histoire telle qu'elle est. Et ces gens autoproclamés aussi de gauche, alors Raphaël Glucksmann, évidemment, qui est un de mes chouchous dans les vidéos en ce moment, mais oublie peut-être un petit peu vite que le pacte germano-soviétique, le comportement, en l'occurrence des communistes avant la Seconde Guerre mondiale, mais aussi d'une certaine frange de la gauche socialiste française, faudrait pas refaire la même erreur, parce que déjà la réécriture de l'histoire qui a voulu que seule l'extrême droite a collaboré, ça se voit, hein. Aujourd'hui, bon, il faut des téléfilms sur France 2 tous les jours pour que les gens y adhèrent un petit peu, mais on voit bien que cette histoire-là peut ressortir, et c'est là où je trouve que les complexités de l'histoire ont été un petit peu facilement effacées, et on retombe dans les mêmes pièges aujourd'hui, où on dit, on donne des armes à l'Ukraine, mais promis, on fait pas la guerre aux Russes, on les finance, ils vont mourir pour nous, mais promis, on n'est pas co-belligérant. Et ça, il faut quand même avoir les pieds bien accrochés pour la sortir, quoi. C'est oui, c'est clair. Oui, mais effectivement, après, voilà, là, on rentre effectivement peut-être plus dans des questions philosophiques ou théoriques aussi, qui sortent du domaine pragmatique là dont on parlait depuis le début. Mais c'est vrai que j'en reviens souvent à Orwell, personnellement. Dans 1984, qui contrôle le passé, contrôle le présent, qui contrôle le présent, contrôle l'avenir. Et je sais pas s'ils ont gardé ça dans la nouvelle traduction pourrie que je n'irai pas, mais c'est comment on manipule aussi l'histoire pour continuer à sauvegarder un ordre social. Et sauf que on va en revenir au tout début de ce que tu disais, à savoir que, en tout cas pour moi, les mots, la communication, les discours, les images, tout cela, c'est très bien et très bon et très beau. Il n'empêche que quand il n'y a plus à manger, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, quand les gens sont en train de crever, tu peux leur mettre toutes les images que tu veux pour leur dire qu'ils ont tort et que c'est qu'un ressenti, que c'est qu'un sentiment d'insécurité ou que c'est qu'un ressenti de pauvreté ou je ne sais quoi. Je pense que les images, ils te les font bouffer, les gens, au bout d'un moment. Et les discours aussi. Et en plus, elle nous offre une conclusion sur un plateau. Elle est trop forte. Elle est trop forte. C'est, voilà, rien à dire de bout en bout. Okay. Un immense merci, chère Tatiana, déjà pour toutes tes réponses. Vraiment, merci beaucoup. Voilà. C'est moi qui te remercie pour cette chouette interview. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis, en guise de conclusion, voilà, j'aime bien finir comme ça de temps en temps. Alors, 3 conseils lecture. Évidemment, il est venu le temps des producteurs. Lien en description, les amis, pour en savoir plus. C'est 2 petits ouvrages comme ça pour poursuivre les réflexions. C'est juste en précommande pour le moment. Voilà. C'est en précommande. Il sera le temps de faire l'impression, etc. Ça sera mi-mai. Voilà. Vous pouvez le commander jusqu'au 1er avril sur la plateforme. Il est venu le temps de l'impression. En attendant, il est venu le temps des producteurs. Voilà, pour le bon Exactement. mot. Et en attendant ton ouvrage, peut-être deux autres livres là, pour éclairer ce triste monde qui est nôtre, mais finalement que tu contribues à égayer avec ces réflexions-là, parce qu'il y a toujours de quoi garder la banane. Voilà, quelques petits conseils pour finir en beauté. Ah, moi ? Oui, pardon, oui. Ah, c'est con, c'était pas mal. On s'est bien trouvé tout le long, mais là, sur la fin, j'ai dit merde, elle a pas compris que je lui demandais à elle. Ah non, mais je sais pas, parce que t'avais l'air de l'annoncer, en fait, Non, c'est pour avoir tes conseils à toi, pardon. C'est vrai que j'ai pas été clair. Le grand classique, déjà, le
1984, là, moi, que je passe mon temps à citer, et qui est beaucoup plus profond, et notamment sur les questions de manipulation de la réalité par la langue, et sur ce que Orwell appelle la double pensée, où on est capable de penser une chose et son contraire en même temps, comme dirait l'autre. Voilà. Et peut-être alors sur un sujet qui, pour le coup, qu'on a que très brièvement évoqué. Alors peut-être qu'un jour on refera une interview pour parler de ça plus longuement, sur les questions des BRICS et autres. Moi, je voudrais vraiment recommander un ouvrage qui s'appelle Russie, le retour de la puissance, de, je crois, David Turtry, qui est un ouvrage universitaire et qui explique de manière très objective, en se débarrassant de toutes les considérations, est-ce que Poutine est gentil, méchant, de toutes les considérations morales, qui explique comment la Russie, en 20 ans, est passée d'un pays complètement ravagé par l'ouverture au libre-échange totalement sauvage, qui a suivi la chute de l'URSS, à aujourd'hui un pays qui compte parmi les plus grandes puissances mondiales. Et d'ailleurs, c'est ce qui embête beaucoup la bourgeoisie financière occidentale, même si, voilà, après, il n'est pas question de juger, encore une fois, de est-ce que Poutine est gentil, méchant ou quoi. Mais cet ouvrage explique vraiment très bien comment, petit à petit, sous la présidence Poutine, en fait, la nation russe s'est réappropriée les moyens de production, s'est réapproprié l'outil de production national de manière à subvenir aux besoins de sa population. Et alors, ils ont des contingences complètement différentes des nôtres, ils ont des ressources qui ne sont pas les mêmes, ils ont des problèmes aussi que nous n'avons pas. Néanmoins, je pense que en termes de réflexion, en termes d'inspiration, ça peut contribuer à la réflexion de pas mal de gens. Voilà. C'est parfait, c'est noté. Et puis, pour tout le reste des réflexions, rendez-vous sur ta chaîne YouTube, chers amis. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Tatiana Ventose. Encore un immense merci, vraiment. J'ai passé un super moment. C'est merci. Merci à toi. Pareil, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Chers spectateurs, on va se retrouver très bientôt, vous le savez. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Voilà.